Robert a survécu à la tentative d'assassinat. Il a repris le trône, fait exécuter Cersei, Jaime et Joffrey, et a chassé les Lannister du pouvoir. Tyrion a fui à Dorne, puis à Essos, où il a rencontré le jeune Aegon Targaryen. À Port-Réal, les alliances changent. Robb Stark épouse Aryanne Martell. Sansa est mariée à Loras Tyrell. Robert, lui, épouse Marjorie et reconnaît Gendry, son fils illégitime. Il l'a adoubé, envoyé au combat, fait de lui un héros, mais il ne l'a pas désigné comme héritier. Au nord, Ned et Stannis repoussent les sauvageons. À l'est, Daenerys perd Mérine, avant de la reprendre avec l'aide d'Euron. À Port-Réal, Renly Baratheon est accusé d'avoir comploté pour assassiner le roi, et celui qui lui a donné le poison, Oberyn Martell, son amant secret, disparaît avec Varys, direction Dorne, là où Aegon Targaryen se prépare à marcher sur Westeros, et où Tyrion, cette fois, joue pour gagner. Mais avant que l'on entre dans le vif du sujet, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche. Cela nous aide énormément à créer du contenu toujours meilleur. Merci pour votre soutien, et maintenant, allons-y. Père Dragon, les vagues frappaient les falaises comme des tambours funèbres, le vent hurlait autour de la forteresse, faisant claquer les bannières aux cerfs flamboyants. Stannis Baratheon observait la mer depuis la salle de guerre, silencieux, immuable. Derrière lui, une silhouette s'approcha sans bruit. Mélisandre. Ses pas ne faisaient aucun son. Seule la lueur rougeoyante de ses yeux trahissait sa présence. Elle s'arrêta près du brasier central, leva les mains et murmura une prière dans une langue oubliée. Puis elle parla. Le feu vous a montré votre destin. Vous êtes l'élu, mon roi, le roi de lumière, le seul à pouvoir sauver le royaume. Il ne se retourna pas, ses mains restaient crispées sur la pierre froide. Le royaume a déjà un roi, mon frère. Stannis écoute, mais ne cède pas. Robert est le roi. Le trône lui revient. Il l'a gagné dans le sang. Et malgré tout ce qu'il pense de lui, Stannis refuse d'être un usurpateur. Mais Mélisandre change d'approche. Elle se glisse à ses côtés, pose une main sur la table où sont gravés les royaumes, murmure qu'il faut penser à l'avenir, à l'héritier. Elle lui promet un fils, un enfant de feu, conçu dans la lumière. Stannis ne parle plus. Son regard se perd sur la carte du royaume. Puis, lentement, il cède. Elle l'attire contre elle, là, sur cette table où s'écrivent les guerres à venir. Au matin, Mélisandre a disparu. Aucune explication, aucun message, seulement ces mots transmis par un prêtre inquiet. Elle va là où le feu l'appelle. Et pour la première fois depuis longtemps, Stannis se sent seul, mais plus vide encore qu'il ne l'admet. La cellule est sombre, humide, creusée dans les entrailles du donjon rouge. Renly Baratheon attend, le dos droit, les yeux cernés, le silence comme seule compagnie. Il a demandé une audience. Contre toute attente, Robert a accepté. Le roi arrive escorté. Il fait signe aux gardes de rester dehors. La porte se referme derrière lui. Seuls les deux frères restent. Un court silence. Puis Renly prend la parole. Sa voix est tendue, mais maîtrisée. Je n'ai jamais voulu ça. Le flacon, c'est Oberyn qui me l'a donné. Je n'ai rien fait, je n'ai rien utilisé. Robert le fixe, son regard est noir. Tu voulais un trône, pas un frère. Il crie, la colère explose, brute, animale. Il hurle sa trahison, ses regrets, sa honte. Les mots claquent contre les murs. Renly encaisse. Puis, soudain, c'est lui qui hurle à son tour. Les gardes entendent les cris. Ils se précipitent. Quand ils ouvrent la porte, Robert est à terre. Du sang coule entre les dalles. Son torse a été transpercé. Son visage figé dans la surprise. Renly, tremblant, s'effondre à genoux. Ce n'était pas moi. C'était une ombre avec le visage de Stannis. Il répète, encore et encore, mais personne ne le croit. Quand la nouvelle tombe, la capitale s'arrête. Le roi est mort. Robert Baratheon, foudroyé dans une cellule, dans les bras de son frère. Les rues se figent, les nobles ferment leurs portes, les murmures deviennent des tempêtes. Au donjon rouge, Marjorie s'effondre. Elle ne pleure pas devant les autres, mais derrière les tentures, dans sa chambre, elle tremble. Elle avait appris à aimer Robert, sa rudesse, son rire, sa maladresse. Il l'appelait ma rose. Il n'était pas parfait, mais il avait été bon. Et maintenant, il ne reste que le vide.
Et leur fille, trop jeune pour comprendre, trop fragile pour survivre au jeu qui commence. Olenna ne perd pas une seconde. Elle monte les marches du donjon rouge, droite comme une lame, et exige une audience avec Ned Stark. La rencontre est brève, tranchante. Ma petite fille a porté l'enfant du roi. Cette fille est l'héritière légitime. Ned reste froid, fatigué. Il ne hausse pas la voix. Robert l'a dit lui-même. Tant qu'il n'avait pas de fils avec elle, c'est Stannis qui lui succède. Un silence lourd tombe entre eux. Olenna serre les dents. Alors vous venez de livrer le royaume à un homme qui a pour conseillère une sorcière qui brûle les gens. Heureusement que ce bâtard, Gendry, a été éloigné de la cour. Avec cette sorcière à ses côtés, je n'aurais pas été surprise que Stannis le fasse brûler, lui aussi. Ned ne répond pas. Elle comprend. C'est fini. Le soir même, la litière est prête. Olenna, Marjorie, le bébé et Mace quittent discrètement la capitale, escortés par quelques fidèles. Direction au jardin. Là-bas les attendent Sansa et Loras, deux jeunes mariés, encore souriants, ignorant du deuil qui approche et des batailles qui s'annoncent. La nouvelle parvient à Père Dragon au petit matin. Robert est mort, poignardé dans sa propre capitale, par son propre frère. Du moins, c'est ce que tout le monde croit. Stannis ne dit rien. Il se contente de se lever, de fixer la mer grise depuis la cour. Ses mains tremblent à peine, mais son regard se durcit. Il ne pleure pas, il ne s'effondre pas, il ne doute pas. Il agit. Un feu est allumé, des navires préparés, une escorte convoquée. L'ordre est simple, cap sur Port-Réal. Il doit assister aux funérailles et réclamer ce qui lui revient, le trône. Quand il franchit les portes de la capitale, le peuple s'écarte, les soldats s'inclinent, les nobles baissent les yeux. Personne ne l'acclame, mais personne ne s'oppose. L'ordre, la légitimité, la peur, voilà ce qui l'accueille. Dans la salle du trône, Ned Stark est là. Il incline brièvement la tête. Il n'a pas le cœur aux cérémonies. Aucun corbeau ne s'est envolé pour annoncer un couronnement. Aucune cloche ne sonne. Mais tous comprennent. Stannis Baratheon est le roi. Robert repose désormais dans les cryptes du donjon rouge. Le marteau royal a été placé sur son cercueil. Le royaume pleure, sans grande ferveur. Mais Port-Réal retient surtout son souffle pour ce qui vient ensuite. Le procès. Renly Baratheon, frère du roi défunt, est accusé de régicide. 3 hommes siègent pour rendre le jugement. Stannis Baratheon, désormais roi, Ned Stark, main loyale, et le grand maître. Renly est amené, enchaîné, le visage fermé, fatigué, vidé. Il répète son récit. Une ombre, le visage de Stannis, le coup fatal, rapide, silencieux. Il nie toute implication. Il crie, il supplie. Quand Stannis entend ces mots, son regard se fige. Il comprend, il sait, ce qu'il a vu dans les flammes, ce qu'il a permis. Mélisandre. Elle est revenue à Port-Réal depuis peu, toujours aussi calme, toujours aussi certaine. Stannis entre dans ses appartements sans un mot. Il referme la porte et l'empoigne à la gorge. Il la soulève contre le mur. La rage déforme son visage. « C'était mon frère !» Elle ne résiste pas. Elle murmure seulement. Il devrait mourir pour que le roi véritable vive. Stannis la relâche, lentement, puis s'effondre sur une chaise, les mains tremblantes. Il ne dira rien. Il ne peut pas. Comment révéler qu'il a permis la mort de Robert? Comment pardonner à Renly quand c'est lui qui a laissé la sorcière agir? Il ne peut ni absoudre, ni confesser. Le jugement tombe. Renly est reconnu coupable, condamné à mort. Le lendemain, devant le grand septuaire de Baelor, les cloches sonnent une dernière fois pour lui. Renly Baratheon est décapité. Une fin sans cri, sans gloire. Le soir même, Stannis est couronné. C'est Mélisandre qui parle. Elle proclame la naissance d'un nouvel âge, celui du feu et de la lumière. Elle parle de R'hllor, du roi élu, des ténèbres à venir. Mais dans les rues de Port-Réal, les fidèles de la foi des Sept détournent les yeux. Ils n'ont pas choisi ce roi, et encore moins ce dieu. Après la cérémonie, Stannis convoque Ned. Il le regarde droit dans les yeux. « Vous avez prouvé votre loyauté. Restez à mes côtés. Soyez ma main. » Mais Ned refuse. « Mon roi, mon devoir est ailleurs, dans le nord. Mes enfants m'attendent. »
Un long silence, puis Stannis hoche la tête. Il comprend. Il nomme Davos à sa place. Le chevalier Oignon s'incline. Il accepte. Mais dans son regard, il y a plus d'inquiétude que de joie. Le royaume a un roi, mais il a aussi une dette de sang. Et les flammes, elles, ne s'éteignent jamais vraiment. Lancélion brûle sous le soleil, mais dans les couloirs d'ombre et de marbre, une autre chaleur monte, celle des ambitions. Dans une salle discrète du palais, ils sont réunis. Griff le Jeune, ou Aegon Targaryen, le prétendant au trône de fer, Tyrion Lannister, le verbe acide, Doran Martell, la prudence incarnée, Oberyn, toujours plus vif, toujours plus tranchant, Varys, insaisissable, et déjà à l'œuvre. Les rumeurs circulent, portées par des corbeaux, des messagers, des chuchotements dans les tavernes. Le fils de Rhaegar est en vie, le roi légitime est de retour, et il ne brûlera personne. Aegon, appelé Griff le Jeune depuis sa fuite, écoute, observe, apprend. Formé par Jon Connington, élevé dans l'ombre, il est prêt, ou presque. C'est alors qu'un navire approche. Ses voiles ne laissent aucun doute. Vert vif, brodé d'une rose aux épines longues. Le bief vient d'arriver à Dorne. À bord, Olenna Tyrell, toujours vive, toujours redoutable. Marjorie, le deuil encore frais, mais l'œil déjà tourné vers l'avenir. Et dans ses bras, une petite fille, l'héritière de Robert Baratheon. La rencontre a lieu le soir même, sous les arcades ouvertes du palais. Le vin coule, les musiciens jouent, mais l'enjeu, lui, est silencieux. Marjorie approche Aegon avec grâce. Elle parle peu, mais juste. Elle évoque le peuple, la justice, la paix. Le roi Stannis se dit juste, mais il brûle les vivants pour des signes dans les flammes. Je ne veux pas d'un royaume où le peuple prie avec la peur au ventre. Vous pouvez offrir mieux. Vous pouvez être aimé. Aegon l'écoute, captivé. Il n'a pas connu Port-Réal. Elle, si. Rapidement, leur complicité devient évidente. Ils parlent des Sept, du souvenir d'Elia, du poids de l'héritage. Aegon admire sa force. Marjorie lit en lui un idéaliste. Tyrion et Varys voient clair. Cette alliance serait parfaite. Le bief et Dorne, enfin unis. La couronne légitimée. Même Oberyn approuve. Seul Jon Connington reste sur ses gardes. Il a élevé ce garçon comme un fils. Il ne veut pas le voir manipulé. Mais la décision revient à Aegon. Et il dit oui. Quelques jours plus tard, dans les jardins de Lancélion, un nouveau mariage est célébré. Simple, élégant. Le dragon et la rose, l'ancien feu et la jeunesse verte. Aegon Targaryen épouse Marjorie Tyrell. Et le royaume, encore aveugle, vient de changer de main. Le plan est posé. La première cible sera les terres de l'orage. Un pas avant d'écraser la capitale. Mais au loin, les vents tournent, et toutes les fleurs ne survivent pas à l'automne. Winterfell réapparaît dans la brume, fière et silencieuse. Ned retrouve sa terre, sa famille, ses racines, mais il ne retrouve pas la paix. La guerre gronde à l'horizon. Dorne, désormais allié au bief, marche contre la couronne. Et Arianne Martell, l'épouse de son fils, est l'héritière désignée de cette rébellion. L'ambiance à Winterfell est tendue, les regards sont fuyants, les paroles mesurées. Entre les bannières du loup et les étoffes dorniennes, le cœur du Nord bat plus lentement. Robb aime Arianne, cela se voit, cela se sent. Mais Ned est rentré, et avec lui, la ligne à suivre, loyauté au roi Stannis. Arianne comprend vite, et elle refuse d'être la femme silencieuse d'un lord du Nord pendant que Dorne est en guerre. Elle veut rentrer, elle veut défendre sa maison. Un soir, elle affronte Robb une dernière fois. Ils sont seuls dans la grande salle, la lumière des torches vacillante sur la pierre. Viens avec moi, Robb. Sa voix tremble à peine, mais ses yeux, eux, brillent. Il baisse les yeux. Je ne peux pas. Mon père... Elle le coupe, sèche. Tu n'as pas épousé ton père. Un silence, puis elle ajoute, plus bas. Tu dis m'aimer, alors aime-moi libre. Il approche, pose sa main contre sa joue. Si je pars, je trahis tout ce que je suis. Si tu restes, tu renies ce que tu es. Le regard qu'ils échangent est celui d'un adieu. Cette nuit-là, sans un mot de plus, Arianne disparaît. Elle s'enfuit à cheval, escortée de quelques fidèles, traversant les montagnes vers le sud.
Quand Robb découvre la nouvelle, il ne dit rien. Il reste longtemps seul dans la cour. Il ne pleure pas, mais quelque chose en lui se brise. L'aube se lève sur la griffonnière. Les étendards de la compagnie dorée flottent déjà au sommet des tours. Le fief ancestral de Jon Connington tombe sans un cri. Les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Les gardes fuient ou plient le genou. Aegon entre le premier. Jon, à ses côtés, retrouve sa maison après des années d'exil. Mais ils n'ont pas le temps de savourer. Accalmie est la véritable cible. Et là-bas, tout est chaos. Renly Baratheon a été exécuté pour régicide. La maison est sans tête. Le peuple ne sait plus à qui obéir. Les seigneurs hésitent. Les murailles tiennent, mais les cœurs chancellent. Aegon décide de frapper vite. Les troupes au sol encerclent la place. Depuis les navires, les machines de siège sont déployées. Le siège commence. Mais à Port-Réal, Stannis Baratheon apprend la nouvelle. À peine couronné, il répond avec la rage d'un roi défié. Il lève une flotte, appelle ses chevaliers, ses capitaines, et met les voiles. Quelques jours plus tard, au large des côtes de l'orage, deux armées flottantes se font face. Stannis contre Aegon, barque de guerre contre galères mercenaires, des dizaines de navires prêts à s'aborder. L'acier siffle déjà dans le vent. Mais avant que le combat ne commence, le chaos surgit des flots. Une troisième flotte apparaît, silencieuse, inattendue, sauvage, des voiles noires, des cornes, des crochets. Euron Greyjoy. Il fond sur les deux camps comme un requin dans un banc de poissons. Il ne choisit pas. Il frappe tout le monde. Des navires explosent, les hommes crient, se noient, brûlent. Et soudain, le ciel s'enflamme. 3 dragons, Drogon, Rhaegal, Viserion et Daenerys, juchés sur le plus grand d'entre eux, les yeux pleins de feu. Elle ne fait aucune distinction. Les navires de Stannis sont les premiers à brûler. Aucun homme ne met pied à terre. La flotte royale est anéantie en quelques minutes. Les Immaculés, eux, débarquent. Implacables, silencieux. Ils balayent les lignes d'Aegon, percent la défense dornienne. Aegon est capturé. Avec lui, Jon Connington, Oberyn Martell, Varys et Tyrion Lannister. Dans une tente dressée à la hâte près des ruines d'Accalmie, Daenerys les attend. Elle ne sourit pas. Elle ne dit pas neveu. Elle ne dit pas Targaryen. Elle dit seulement « Griffe le jeune, mon neveu est mort à Port-Réal. Toi, tu n'es rien. » Aegon, blessé, la fixe. Il refuse de plier. Tu parles de justice, mais tu viens de brûler des milliers d'hommes. Tu ne mérites rien. Daenerys ne scie pas, mais à ses côtés, Euron s'approche. Il lui souffle, avec un sourire venimeux. Tuez-les tous. C'est ce que Aegon le Conquérant aurait fait. Elle hésite, juste un instant. Puis elle fait un signe. Drogon rugit. Aegon, Oberyn, Varys, Tyrion, tous brûlent. Le feu consume les prétendants, les conseillers, les traîtres, réels ou supposés. Le lendemain, Accalmie ouvre ses portes. Les seigneurs s'agenouillent. Daenerys Targaryen est reine. Un prétendant de moins, un royaume de plus. Maintenant, il ne reste qu'un obstacle, Stannis Baratheon. Les dragons approchent, Port-Réal se fige, Accalmie est tombée, Aegon a brûlé, et Daenerys Targaryen, la reine dragon, campe maintenant aux portes de la capitale. Stannis reste silencieux, figé sur le trône. Il ne mange plus, ne dort presque plus. Davos ne trouve pas les mots. Chaque choix est une perte, chaque issue, une ruine. Mais Mélisandre, elle, parle encore. Dans la grande salle, elle s'avance vers Stannis. Son regard est en feu, sa voix, douce et implacable. Le maître de la lumière est avec nous. Il vous a conduit jusqu'ici. Il vous protégera. Les flammes vous épargneront, comme elles ont toujours fait. Elle lui prend la main. Ce n'est pas elle, la reine promise. C'est vous, le roi de lumière. Stannis ne répond pas. Mais quand la reine dragon envoie des messagers pour proposer une entrevue, il accepte. Aux portes de la ville, les deux camps se font face. D'un côté, Stannis Baratheon, en armure noire, suivi de Davos et de quelques bannerets. De l'autre, Daenerys Targaryen, ses dragons en arrière-plan, les Immaculés en rang silencieux. Il n'y a pas de courtoisie. Plie le genou, et je t'épargnerai. Refuse, et Port-Réal brûlera.
Stannis la fixe, impassible. Tu n'es pas la première Targaryen à menacer cette ville. Mais tu seras la dernière. Elle serre les dents. Alors meurs avec elle. La nuit tombe, le vent se lève, et Drogon s'élève dans les airs. Port-Réal n'est pas prête. Les balistes sont anciennes, rouillées. Les tours sont vulnérables. Le dragon fond sur le donjon rouge. Mélisandre est déjà en haut des remparts. Elle chante, elle implore, et pendant quelques secondes, la magie fonctionne. Les flammes de Drogon se détournent, déviées par un vent brûlant. Elles s'abattent ailleurs, en contrebas, dans les rues, sur les toits, dans les marchés. Des centaines de civils brûlent vivants. Et puis, l'explosion. Le feu touche une vieille réserve, oubliée depuis le règne du roi fou. Du feu grégeois. Une première détonation verte, sinistre. Puis une deuxième, une troisième. Le cœur de la ville explose. Les flammes montent jusqu'au ciel. Le chaos est total. Mélisandre hurle, consumée de l'intérieur par sa propre magie. Elle disparaît dans l'explosion du rempart. Drogon continue à brûler le donjon rouge. Les dragons tournent dans le ciel comme des anges vengeurs. Stannis ne fuit pas. Il reste seul, dans la salle du trône. Droit, immuable. Quand la voûte s'effondre, il est encore debout. Le roi ne plie pas, mais le feu ne négocie jamais. Port-Réal est morte. Les pierres noircies crissent sous les pas. L'air sent la chair calcinée et les rêves brisés. Les corneilles sont les seules à chanter. Au cœur des ruines du septuaire effondré, une nouvelle couronne est forgée. Simple, lourde, trempée dans le feu. Daenerys Targaryen est couronnée reine des 7 couronnes. Ses cheveux volent dans le vent. Son regard traverse les cendres. Et à sa droite, comme un poison glissé dans un calice d'or, Euron Greyjoy, sourire en coin, main tachée de sang, roi consort par opportunisme, pirate par nature. Il se marie 3 jours plus tard. Pas de fleurs, pas de chants, seulement du sel, du sang et un silence pesant. À Haut-Jardin, la lumière est douce, mais les âmes sont grises. Olenna reste droite, mais ses traits sont plus tirés. Marjorie, elle, ne parle presque plus. Veuve 2 fois, mère d'une fille qu'elle protège comme un dernier espoir. La couronne a accepté de les laisser vivre, à condition qu'elles se taisent. Le bief plie, mais ne se relève pas, du moins pour l'instant. Sansa Stark est là aussi, toujours sans enfant. Étrangère dans cette terre de fleurs fanées, elle observe, elle apprend, elle endure. Dans le nord, l'hiver n'est pas encore là, mais le froid s'est déjà installé. Winterfell ne fête rien. Les nouvelles du sud ont glacé les cœurs. Stannis est mort, le trône est en feu. Des dragons rôdent dans le ciel. Ned Stark ne parle presque plus. Il passe ses journées à marcher seul dans les bois, à prier les anciens dieux. La guerre, les trahisons, les morts, tout cela l'a vieilli d'un siècle. Robb, lui, est debout face à son père. Il ne sait pas s'il cherche sa bénédiction ou son pardon. Je veux aller à Dorne. Rejoindre Arianne. Ned l'observe longuement, puis hoche la tête. Va. Mais reviens. Pas tout de suite, mais un jour. Je ne serai pas éternel, et il faudra bien qu'on trouve une solution. Il s'enlace sans un mot. Le lendemain, Robb Stark, le jeune loup, chevauche vers le sud. À Lancélion, les murs sentent encore l'amertume. Mais quand Robb franchit les portes, Arianne l'attend, fière, digne, brûlante. Elle ne dit rien tout de suite, elle l'embrasse. Puis, enfin, murmure à son oreille. Je suis enceinte. Il reste figé, puis la serre plus fort. Cette guerre n'aura pas tout détruit. Des mois ont passé, l'hiver est là. Au-delà du mur, les forêts meurent, le froid mord les pierres, et les morts avancent. Jon Snow, devenu lord commandant, regarde l'horizon chaque nuit. Il a vu des choses qu'il n'explique pas, des silhouettes dans la brume, des yeux d'un bleu glacé. Il n'a plus de doute, seulement du temps, qui lui manque. Ned Stark a reçu l'appel, il rassemble ses bannerets. Les loups du Nord se préparent. Ce n'est plus une guerre de rois, ni d'héritiers, c'est une guerre pour survivre. Et à Port-Réal, la neige tombe pour la première fois depuis des années, fine, silencieuse, mais inquiétante. Les cendres ont été balayées, les pierres relevées, les ruelles restent grises, les visages fermés. Mais l'ordre est revenu, la peur a reculé. Et Daenerys Targaryen, la reine des cendres, est toujours là. Elle a appris à régner,
non plus par le feu, mais par les mots, par les choix. Elle écoute Missandei, elle consulte Vergris, même Euron, parfois. Elle a fait taire les rebelles, restauré les routes, fait fondre de nouvelles pièces d'or. Mais malgré tout, elle sent une menace qu'elle ne comprend pas. Des rapports arrivent du nord, des corbeaux parlent d'un froid qui ne recule pas, de morts qui se relèvent. Elle hésite, elle doute, mais ses conseillers insistent. Il faut voir, comprendre, décider. Alors au matin, sans armée, sans bannière, elle grimpe sur Drogon, seule. Un vol, juste un vol. Le ciel s'ouvre, le sud disparaît. Elle vole vers le nord, vers le mur, vers quelque chose qui n'a pas de nom. Et en bas, au-delà de la glace, les morts avancent. Si nos vidéos vous plaisent et que vous souhaitez nous soutenir encore plus, alors rejoignez notre conseil restreint. Accédez aux vidéos exclusives des mondes de Westeros. La première est déjà en ligne. Tyrion est-il un Targaryen? Et la semaine prochaine, Harrenhal, naissance et chute d'un lieu maudit. Rejoignez le palier Main du Roi et entrez dans le cercle des initiés. Cliquez sur Rejoindre pour découvrir les secrets que les autres ignorent.